Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto donc numéro 46. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler alors, du VeChain, on va parler de VV Digital Collectibles, mais nous n'allons pas parler de Ripple, ni d'Ultra, ni de Polygon, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveautés sensationnelles, exceptionnelles là-dessus. Contrairement à VeChain et à VV Digital Collectibles, il y a des choses intéressantes plutôt à dire aujourd'hui. Voilà les amis, et comme d'habitude, donc en fin de vidéo, on parlera plus précisément des actualités crypto plus générales, mais également financières, économiques, géopolitiques. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous propose d'embrayer, mais avant ça... Donc c'est parti les amis avec le VeChain comme d'habitude. Donc là, vous savez, on est dans un tweet que je vous présente ici de EasyA, vous savez, qui est en partenariat avec la fondation VeChain. Et dans ce cadre-là, on a tout simplement le premier prix, vous savez, dans le challenge, donc la compétition entre guillemets qui a eu lieu récemment dans les 60 jours, challenge des 60 jours du VeChain, qui s'est conclu au final de cette compétition à l'université d'Harvard, où vous avez eu eh bien, toutes les meilleures équipes de développeurs qui ont été récompensées à ce moment-là. Et dans ce cadre-là, donc toutes ces équipes qui avaient pour rôle de développer des applications, donc des dApps sur l'écosystème du VeChain, eh bien, l'une d'elles, la première, a été récompensée ici de 10 000 dollars, notamment dans le cadre de la bourse octroyée, entre guillemets, hein, par Boston Consulting Group. Vous voyez, donc il y a quand même des grosses entreprises hein, à la clé qui sponsorisent, entre guillemets, le hackathon. Et donc là, je vous présente dans ce tweet-là, relié par EasyA, l'équipe Freitag, ou Freitag, pas comment on dit, qui tout simplement a construit une dApp, c'est-à-dire une application qui permet aux clients, aux consommateurs de faire le tracking de tous leurs produits achetés sur l'application via un code UFC. Donc là, je vois, il y a une petite vidéo hein, qui présente vraiment la présentation de l'équipe durant l'événement avec le jury, enfin les personnes dans l'amphithéâtre, un peu comme une thèse. Et par la suite, donc l'équipe Freitag a également montré clairement une démonstration de son application avec, vous voyez, un marketplace pour acheter les produits, également derrière des informations sur chacun des produits, sur leur fabrication, la traçabilité du produit, le cheminement qui a été établi sur le produit au niveau de la logistique, etc. Donc ça, c'était la première, donc le numéro 1, hein, l'équipe numéro 1 qui a gagné le plus gros prix dans le cadre de la bourse octroyée par Boston Consulting Group. Voilà les amis, donc plutôt intéressant ce qui est en train d'émerger là sur l'écosystème du VeChain, parce que je rappelle que cette dApp va continuer à se développer sur l'écosystème du VeChain. C'était d'ailleurs l'objectif hein, de la mise en place de cette compétition, c'était d'attirer un maximum d'équipes de développeurs sur l'écosystème du VeChain pour faire grossir cet écosystème-là. Voilà. Et donc, en deuxième position, donc avec un prix de 2000 dollars, cette fois octroyé là également par Boston Consulting Group, eh bien, vous avez l'équipe Trustium qui a également présenté son projet donc, devant un amphithéâtre. Et là, vous avez Trustium et elle, sa particularité, c'est qu'elle vise à mettre en place une transparence sur donc, la traçabilité des produits dans leur fabrication, dans leur cheminement, mais surtout dans un objectif de rendre la sociabilité transparente pour la construction du produit, surtout vis-à-vis de l'esclavagisme des enfants, des travailleurs, enfin enfants, au niveau mondial. Donc là, le consommateur aura la possibilité d'observer si oui ou non son achat est en lien avec derrière l'exploitation des enfants, par exemple, à travers le monde, dans des pays où les lois internationales sont peut-être moins appliquées que d'autres, on va dire. Voilà, et donc là, pareil, hein, le principe de la technologie, c'était de reposer sur les puces NFC et tags NFC et les NFT digital notamment. Voilà les amis, bon, je continue hein, avec notamment notre dernière information pour le VeChain pour aujourd'hui. Donc là, j'ai un tweet de Colin Brown, comme vous pouvez voir ici, donc qui est un chercheur au niveau de la blockchain, comme il le dit au niveau de son tweet, son profil. Et donc là, je trouvais très intéressant de vous relayer cette information, simplement parce que comme vous pouvez voir ici, il y a un graphique qui montre sur les projections sur le marché financier, hein, ce que ça représenterait à l'avenir, d'ici 2030, du marché de la logistique.
Et donc c'est vrai que là, VeChain sont extrêmement bien placés déjà dans le lead de la révolution du marché logistique. Et donc d'ici 2030, il faut savoir que ce marché, donc avec ou sans VeChain, un peu importe, eh bien pèsera 18,23 trillions de dollars, c'est-à-dire 18 230 milliards de dollars. Enfin, pour vous dire un peu le délire que ça représente au niveau à l'échelle mondiale. Et donc, c'est dans ce cadre-là où, regardez, déjà, nous, en 2023, nous sommes sur un marché de la logistique estimé aujourd'hui au niveau mondial à 8,96 trillions de dollars. 12 zéros derrière la virgule. Et donc, l'explosion, en fait, elle va être littérale, enfin, du moins en projection, en prédiction, pour le marché de la logistique d'ici 2030, on le voit bien, c'est linéaire quasiment. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, ce que dit Colin Brown ici, c'est que effectivement, le VeChain a toutes ses chances, a tous les marqueurs dans le vert, on va dire, pour occuper une place stratégique dans le développement et même la, enfin, la possibilité, sa capacité à capter le marché de la logistique, dans le fait qu'il révolutionne tout simplement à lui seul le marché de la logistique grâce à la traçabilité, les technologies du smart contract, la blockchain, l'innovation, etc. Et surtout également, on a des exemples, et là il le dit très bien Colin Brown, et des exemples, c'est avec Walmart notamment, qui déjà actuellement est en partenariat avec VeChain pour faire la traçabilité des produits frais. Vous avez également BMW qui a authentifié les voitures de luxe. Vous avez également DNV qui, eux, ont certifié tout ce qui est la traçabilité au niveau des fruits de mer, les poissons, etc. Donc on voit bien que toutes les grosses entreprises de l'échelle mondiale ont déjà adopté plus ou moins une révolution au niveau de la blockchain sur leur logistique, tout simplement. Donc là, et là où je trouvais assez marrant, c'est que là, vous voyez, VeChain a répondu au tweet à Colin Brown et a déclaré « Et ce n'est pas la seule chose que nous sommes en train de préparer, de cuisiner, entre guillemets, comme ils disent, and that's not all we are cooking. » Donc, on voit qu'à ce niveau-là, VeChain a vraiment toutes ses chances. Hein, et bien sûr, là-dessus, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en investissement, que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Et donc, quand je vous parle de ce genre de projet, par exemple le VeChain, c'est vrai que, par exemple, en tant qu'investisseur, eh bien, c'est difficile de voir. C'est vrai que là, les prix se cassaient la gueule en bear market pour le VeChain. Notamment, il y a eu des commentaires là-dessus. Et c'est vrai que, bon, les prix, apparemment, en ce moment, c'est pas la folie. Hein. Mais du coup, ça dépend de votre stratégie. Si votre stratégie, c'est de faire de l'argent court terme, effectivement, ce genre de projets en bear market ne sont pas ceux qui brillent le plus. Peut-être que là, dans ce cas-là, faut parier sur des projets court terme, même parfois à la limite du scam. Enfin, on l'a vu là avec les dernières tendances, notamment PP, qui a explosé, mais qui s'est recassé la figure direct après. Enfin, donc c'est à vous de voir en fait. Mais après, si vous voulez miser sur quelque chose de long terme, un peu à l'image d'Amazon dans les années 2000 ou Facebook, etc., bien, c'est vrai que le VeChain, après, on ne connaît pas l'avenir, mais à toutes ses chances, vous voyez dans ce cadre-là, hein, avec le tweet que je vous ai montré de Colin Brown, dans le marché de la logistique, et pas que, vous allez voir, il y a aussi tout l'aspect du développement durable, de la biosphère, avec le white paper de 2023 qui est sorti en collaboration entre VeChain et Boston Consulting Group notamment. Voilà, donc c'est à vous de voir. Après, avec les stratégies et tout, mais c'est vrai que ça fait pas plaisir de voir les tokens se péter la figure comme ça, mais c'est le bear market, hein, évidemment. Bon, donc sur ce, je vous invite à voir la vidéo également sur le VeChain, que je vous ai préparé là pour en savoir plus justement sur le projet. Et puis sinon, on passe à la suite, les amis, c'est-à-dire VV Digital Collectibles, et notamment les drops de la semaine passée ou qui sont à venir cette semaine. Et notamment, déjà, on a un drop comics de Tarzan, vous voyez, numéro 215, avec ses 5 couvertures par rapport aux raretés, à la rareté. Voilà, donc ça c'est le premier drop de la semaine, c'est prévu donc le 18, hein, 18, je dis pas de bêtises, ouais, 18 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Ensuite, vous avez notre série de comics qui sont sortis, c'est The Amazing Spider-Man, prévu là cette fois au 17 octobre, sorti hier. Et donc vous voyez, pareil, vous avez alors c'est numéro 41 cette fois, comme vous pouvez voir ici, et vous avez la possibilité d'acheter cette bande dessinée pour la lire en réalité augmentée ou la collectionner, peu importe. Ensuite, au niveau des collectibles de cette fois 3D, on a effectivement dans le cadre de l'événement de New York Comic Con, un drop vous voyez, des X-Men cette fois avec le professeur Charles Xavier et Magnéton également. On peut voir ici.
Et donc là, c'est vrai que c'est assez sympa de voir la qualité et surtout le fait que VV Digital Collectible continue d'étoffer sa gamme de produits digitaux. Bon, je continue les amis, et là on en vient au Digital, et vous savez à l'événement que vous en avez parlé la semaine dernière de Funko Marvel. Notamment là, Funko, ça concerne Iron Man, vous voyez, et donc c'est tout un système de Digital cette fois, c'est-à-dire que vous avez mis en vente par Marvel et VV Digital Collectibles des figurines de Iron Man, mais en version Tony Stark, comme vous pouvez voir, hein, en version physique. C'est-à-dire avec, vous savez, les figurines hein, physiques. Et en parallèle, vous aurez, si vous achetez la version physique, vous aurez automatiquement la version virtuelle directement présente sur l'application VV. Donc là, ça y est, on voit qu'on a de plus en plus des produits comme ça qui sortent, qui sont digital sur l'application VV en partenariat avec des licences comme Marvel, etc. Voilà. Et donc, il y aura plusieurs figurines, hein, que j'ai compris, de Iron Man. Il y aura donc la version Gold, Black, et en version en quantité très limitée à chaque fois. Vous voyez, donc là, par exemple, Iron Man Red Gold, en quantité 1500, Silver Argent, c'est 650, Gold, donc en or, 450, Silver Black, 350, et Gold Black, le plus rare, 50 unités seulement. Donc visiblement, effectivement, il y aura, plus la rareté est là, plus les prix, hein, logiquement, devraient être élevés. Hein. C'est plutôt logique. Et donc là, pareil, c'est valable aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a un lien, je vous posterai peut-être, enfin après vous pouvez chercher sur VV si vous êtes intéressé, et pour commander éventuellement votre Funko, mais si vous y arrivez, parce qu'à mon avis, il y a tellement peu d'éditions disponibles que je suis pas sûr que ce soit possible de les avoir même en commandant à l'avance et tout. Voilà les amis, donc ça c'était juste pour vous informer. Je continue hein, au niveau cette fois de tweet très intéressant où on voit directement là, un tweet de Marvel Entertainment avec 18,3 millions de followers qui parle justement, qui fait la promotion des funky Marvel hein, de Iron Man. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que sur la scène, vous avez Marvel qui invite tout simplement donc le CTO, c'est-à-dire Daniel Crozer qui est ici de VV Digital Collectibles. Et là, vous avez Marvel, vous voyez, qui va présenter tout simplement le Iron Man qu'on va voir ici en dévoilant le Funky Gold de Iron Man. Et hop, voilà, donc là, ils l'ont montré. Et donc là, c'est effectivement la version la plus rare. C'est Black and Gold. Et après, vous avez les autres éditions, comme on peut voir ici. Plutôt sympa. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, ils font la promotion de l'application VV. C'est-à-dire, si vous voulez les versions 3D de ce genre de figurines, allez sur VV Digital Collectible. Donc qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle qu'au niveau marketing, eh bien, on a quand même 18,3 millions de followers là, qui peuvent être touchés par cette vidéo. Et donc même si par exemple on a 1% peut-être sont intéressés par ce genre de choses, eh bien ouais, c'est 18,3 millions de followers, eh bien, ça fait 180 000 personnes potentielles, si on prend 1% à peine, qui pourraient rejoindre simplement VV Digital Collectible en tant qu'utilisateur. Donc là, c'est plutôt intéressant à voir rien que sur ce niveau-là, en sachant que Marvel est bien évidemment qu'une seule licence parmi toutes les licences que possède en partenariat VV Digital Collectibles. Voilà les amis, donc plutôt intéressant. Et enfin, donc dernier petit tweet pour VV Digital Collectibles. Cette fois, j'ai un tweet de Alt, vous voyez, ici, qui a présenté, moi je trouvais, alors c'est pas le VVverse, mais c'est quelque chose peut-être qui peut se rapprocher des images du VVverse. Donc là, il n'y a rien d'officiel, hein, mais j'ai trouvé l'image, enfin la vidéo tweet là tellement bien faite que je me suis dit, ça permet de vous donner une image à vous du potentiel que peut représenter le VVverse. Et effectivement, regardez là, vous aurez un showroom où on peut imaginer que là, on est dans le musée, dans la galerie, le showroom de la personne qui a collectionné ses propres posters ou collectibles digitaux sur VV. Et derrière, si on a ce genre de showroom qui est ouvert au public, entre guillemets dans le métavers, dans le VVverse, eh bien n'importe qui aura la possibilité de le visiter et de voir les œuvres d'art en fait créées par VV Digital Collectibles et collectionnées par les personnes. Donc vous voyez le potentiel avec la qualité derrière potentiel également sur le VVverse, pourquoi pas. Je trouve vraiment ça intéressant au niveau de la projection.
Maintenant, on va passer à tout ce qui est l'information dans le cadre de VV Digital Collectibles. Et là, notamment, je vous présentais un article de Challenge. Le casque de réalité augmentée Apple Vision Pro va révolutionner notre quotidien. Donc là, vous voyez, c'est récent, hein. On a Apple qui est sorti en 2023 de façon très récente, effectivement toute sa gamme de lunettes de réalité augmentée, de casques de réalité augmentée. Donc là, on est pile poil en 2023, presque dans l'ère, dans le tournant technologique, peut-être notre façon d'appréhender la réalité augmentée. Et donc là, si ce genre d'entreprise comme Apple se lance là-dedans, quel va être l'impact en fait sur le VVVert au niveau de l'adoption de masse? Et donc c'est pour ça que là j'ai un deuxième article à vous montrer, cette fois de Raji Disney Club, qui montre là le partenariat donc d'Apple Vision Pro, donc nouveau partenariat entre Apple et Disney. Or, je rappelle que Disney, c'est également un partenaire, plutôt étroit désormais, hein, de VV Digital Collectibles. Vous avez beaucoup de collectibles digitaux 3D de Disney qui sont dans VV Digital Collectibles. Voilà. Et ça, vous voyez, cet article-là date du 21 juin 2023, donc c'est très récent. C'est vrai que 2023, là, on sent qu'on est dans une nouvelle ère, on commence une nouvelle ère, où la technologie peut-être n'est pas encore au point tout à fait pour, même au niveau des prix, hein, c'est-à-dire que pas tout le monde peut se permettre d'acheter une lunette à réalité augmentée, ça c'est sûr, mais qu'à l'avenir, ce sera peut-être comme les tout premiers smartphones Apple, hein, qui par exemple l'iPhone 4 à l'époque, qui était vous savez, avec tactile et tout, c'était un des premiers. Et peut-être que là, on est dans le même cadre, avec des prix, on espère, hein, qui vont, eh bien, au fur et à mesure que la technologie se démocratise, eh bien, diminuer au fur et à mesure du temps. Et pourquoi pas rendre les lunettes 3D, les casques 3D, presque communs, de la même façon qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone, peut-être que demain tout le monde aura une lunette à réalité augmentée. Et dans ce cadre-là, eh bien, VV Digital Collectibles aura toutes ses chances pour devenir un des leaders dans ce milieu-là, dans la réalité augmentée pour les collectibles 3D. Voilà les amis, donc plutôt intéressant également comme projet, hein, bien évidemment. Alors, je vous invite à voir la vidéo sur VV Digital Collectible, l'entreprise économique qu'il y a derrière pour présenter le projet et tout. Et après, à vous de faire vos propres opinions sur ce projet également. Bien évidemment, c'est l'objectif. Tac. Voilà. Donc, j'ai passé, ça y est les amis, à la suite, hein, c'est-à-dire aux actualités crypto plus générales. Donc là, on a un article de journalducoin.com, NFT, le projet de loi incluant les JONUM, adopté à l'Assemblée nationale. Ça date du 18 octobre 2023, c'est-à-dire que c'est extrêmement récent, c'est aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a, ça y est, les NFT, donc la France, en tant que pays, est en train d'être le premier pays au monde à rendre un aspect de légalisation aux NFT à travers leur loi, JONUM entre guillemets, hein, qui est, je rappelle, à un stade expérimental puisqu'ils visent, dans ce cas, dans cette loi, une expérimentation pendant 3 ans. Donc, il n'y a rien de fixé pour le moment, tout est en phase de test, si je puis dire, et donc il n'y aura rien de très probant d'ici 3 ans. Peut-être que dans 3 ans, on aura vraiment le coup près qui va tomber, et des choses qui vont changer pour les NFT, mais entre-temps, rien d'alarmant, hein, je vous rassure, sur cet aspect des NFT pour le moment. Bon, ensuite je continue les amis, autre petit article intéressant, cette fois de cryptost.fr, un intérêt latent pour le Bitcoin. Le PDG de BlackRock tente de maîtriser la polémique Cointelegraph. Donc ce qui s'est passé là avec Cointelegraph, c'est qu'il y a une énorme bourde, hein, faut le dire, de la part des journalistes de Cointelegraph, puisqu'ils ont déclaré hier ou avant-hier que la SEC avait approuvé l'ETF de Bitcoin Spot de BlackRock. Or, ce n'est pas vrai, ce n'a pas été le cas, donc c'était une fake news qui a été relayée en masse derrière, forcément. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là où ça devient problématique pour les investisseurs, notamment les traders, c'est qu'on a eu du coup, avec cette news, un énorme pump du Bitcoin qui a dépassé les 30 000 $ avant, dès qu'il y a eu l'annonce que c'était une fake news, d'être une chute énorme, brutale, et donc une liquidation de plusieurs dizaines de millions de dollars sur le marché. Pour rien, au final. Donc, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, évidemment, là-dessus. Tout ça et par contre, ce que ça montre, c'est qu'il y a effectivement une corrélation désormais sûre, hein, à 100% entre le fait que si BlackRock obtient l'approbation de la SEC, il y aura peut-être
le début d'une forme de bull run pour le Bitcoin, parce qu'on l'a vu, hein, avec la fake news d'hier ou avant-hier, le Bitcoin a été propulsé au-dessus des 30 000 dollars après cette nouvelle. Et donc, ce que dit en fait Larry Fink, c'est que cet événement a révélé tout simplement que il se passe quelque chose là au niveau de l'intérêt public et que si BlackRock obtient entre guillemets l'aval de la SEC pour son ETF Bitcoin Spot, ça va peut-être représenter un tournant dans l'adoption de masse des crypto-monnaies parce que, entre guillemets, BlackRock, en tant que un poids lourd mondial de la finance, va légitimiser, à travers son ETF Bitcoin Spot, tout l'aspect des crypto-monnaies du Bitcoin vis-à-vis des personnes qui sont encore un peu frileuses sur les crypto-monnaies ou qui pensent que c'est pour les terroristes, les criminels, etc. Donc là, on va peut-être avoir un changement de paradigme au niveau mental, de mentalité, au niveau de la psychologie, sur le marché des crypto-monnaies grâce à cet événement, si, à condition que le TF Bitcoin Spot soit validé, hein, pour BlackRock par la SEC aux États-Unis. Ce qui n'est pas encore gagné à 100%, hein, bien évidemment, même si les points sont plutôt positifs et convergent dans ce sens. Voilà. Donc je continue les amis, donc là dernier petit article pour la route sur les actualités crypto plus générales, donc un article de Coins.fr, l'ETF Bitcoin, la SEC ne fera pas appel dans l'affaire Grayscale. Donc là, également pour dire qu'on est dans les bonnes nouvelles là, qui s'enchaînent et qui annoncent plutôt bien, des signaux vers le fait que la SEC va effectivement approuver les ETF Bitcoin, Spot notamment, c'est que là effectivement Grayscale, qui a un poids lourd de la finance également, qui a également déjà des services dans la crypto-monnaie et tout, eh bien, avait déjà une forme de d'ETF, mais sans en être un, qui s'appelait le Bitcoin Grayscale Trust. Bon. Et en fait, qu'a voulu faire Grayscale, c'est qu'elle a voulu convertir ce Bitcoin Grayscale Trust en ETF Bitcoin pour le coup, en vrai ETF. Et là, c'est la SEC qui a refusé initialement juste d'étudier cette demande-là de conversion. Et donc Grayscale s'est énervé, et donc a amené l'affaire devant un tribunal, devant les tribunaux américains, parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi vous n'étudiez même pas notre demande, alors que vous êtes en train d'étudier toutes les demandes de BlackRock, Valkyrie, etc., pour éventuellement mettre en place un ETF Bitcoin Spot pour eux, dans leur entreprise. Et nous, on n'a rien à mettre sous la dent, quoi. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça que la justice américaine a donné raison à Grayscale en disant, en reprochant à la SEC de ne pas être impartial, de ne pas être équitable pour chaque entreprise sur le marché au niveau des ETF Bitcoin. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, la SEC qui a perdu le premier round de ce procès a décidé, donc a capitulé et a décidé qu'elle ne ferait pas appel, du moins c'est ce que déclare Reuters. Donc, pour le moment, la SEC ne semble pas vouloir faire appel et capitule par rapport aux tribunaux américains, parce qu'ils savent, à mon avis, qu'ils sont totalement dans le tort là-dessus. Donc plutôt une bonne nouvelle également là aussi, pour les crypto-monnaies, surtout pour les ETF Bitcoin, qui on voit, hein, vont sûrement avoir un important impact si les ETF sont validés à l'avenir, surtout pour BlackRock, hein, normalement. Bon, donc je continue les amis, cette fois pour les actualités plutôt économique, financière. Donc là, j'ai un article de actucrypto.info. Et donc là, les BRICS renforcent leur coopération économique. Sherpa appelle à une augmentation des échanges dans les monnaies nationales. Ça, c'était au 16 octobre 2023. Donc il faut savoir que Sherpa, c'est une organisation qui, un peu, si je vulgarise le terme, hein, intendante, et qui a pour rôle d'organiser les sommets, notamment pour les BRICS. Bon. Donc, ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire, mais plutôt organisationnaire dans les sommets, les rencontres entre les chefs d'État des BRICS et tout. Et pas que des BRICS d'ailleurs, hein, également d'autres chefs d'État, d'autres sommets dans le monde. Et donc, dans ce cadre-là, au niveau du contexte actuel économique, le Sherpa a effectivement déclaré que les BRICS devaient, pour augmenter leur coopération économique et leur force économique, eh bien, s'appuyer sur des échanges dans leur propre monnaie nationale fiat, et non plus sur le dollar notamment. Donc ils appellent les BRICS à effectivement abandonner le dollar américain, et ils rappellent également que toutes les prédictions de récession là, qui ont été établies par les banques centrales au niveau occidental, hein, et même les organismes politiques occidentaux, eh bien, ne s'appliqueront pas du tout
sur les économies des BRICS parce qu'ils déclarent que les BRICS, eux, sont beaucoup plus solides désormais dans leurs économies au niveau de la croissance économique. Et c'est tout à fait vrai. Il faut le dire, la Russie, malgré le fait qu'elle soit en guerre, eh bien, en train de nous mettre la pâtée au niveau de leur croissance économique, en train d'exploser, notamment grâce à leurs revenus liés au pétrole et au gaz. L'Inde, bah, eux, ils sont en phase explosive au niveau de leur croissance, et il n'y a que la Chine qui est en croissance, mais qui est en train de faire face peut-être à une de ses plus graves crises de son histoire au niveau de l'immobilier, qui représente quand même un quart de son PIB. Donc, la Chine, je ne suis pas trop d'accord, en tout cas, pour leur force économique, enfin, ils sont quand même un peu bancals là. Mais après, pour le reste, effectivement, tous ces pays-là, membres des BRICS, sont plus forts, et je ne parle même pas des pays comme l'Arabie Saoudite, etc., qui vivent notamment sur le revenu du pétrole, etc. Donc si les prix du pétrole augmentent, eh bien forcément, les économies des pays arabes qui vont rejoindre en 2024 les BRICS vont forcément mieux se porter et donc auront une croissance économique plutôt en poupe plutôt qu'en train de couler. Comme c'est le cas malheureusement pour nous en Europe, surtout par rapport même aux États-Unis qui eux sont pas trop mal non plus, mais en tout cas, ils sont en meilleure forme que nous en Europe. Nous, on a Total en Europe. Logique, vu qu'on a traversé la crise énergétique que les autres pays n'ont pas connue. Bon, et sinon, bah, je continue les amis dans cette voie-là. Là, j'ai un article de latribune.fr. On a Joe Biden veut 100 milliards pour l'Ukraine, Israël, Taïwan, la crise migratoire. Donc là, c'est open bar, hein. Clairement, c'est la planche à billets. Donc les États-Unis, au point où ils en sont à 33 000 milliards de dollars de dette, donc ils vont se rajouter 100 milliards. Bon, point où on en est, si on raisonne comme ça, effectivement, c'est pas grand-chose. Mais bon, les Américains, peut-être qu'ils ont leur mot à dire pour se mêler de conflits qui, au final, sont très éloignés de la sphère américaine, du territoire américain. Donc c'est là où on voit quand même à travers cet article que bah, les États-Unis, c'est vraiment les fouineurs. Là, on le voit très bien. Et en plus, sur des conflits, regardez, on voit l'Ukraine. Donc là, c'est Joe Biden qui le déclare, ça qui est intéressant. Donc on voit la guerre Russie-Ukraine, qui est, on peut le dire, plutôt en bout de course, hein. Là, on sent que les Ukrainiens sont en train de battre de l'aile, hein. Même sur les plateaux télé, médias classiques sont en train de l'avouer de plus en plus. La contre-offensive ukrainienne, on n'entend même plus parler, donc ça a dû être un désastre. On a le conflit israélo-palestinien, enfin Israël-Hamas plutôt, désormais qui occupe toute la scène internationale et tout l'aspect médiatique, et il parle également de Taïwan. Donc est-ce que, là on voit quand même, Ukraine c'était la guerre passée, encore en cours, mais dans les esprits elle est un peu passée, Israël c'est celle qui est en cours, et là Taïwan, est-ce que ce sera la guerre future? Enfin, vous voyez quand même le délire, donc là on observe, et cette fois, donc là on a la Russie contre l'Ukraine, la Palestine, enfin Hamas plutôt contre l'Israël, la Chine contre Taïwan et la crise migratoire. Donc là, c'est que font les États-Unis? Ils veulent injecter 100 milliards pour alimenter peut-être le feu justement de ce beans que c'est toutes ces crises-là réunies. Donc là, c'est vrai qu'il faut, ça révèle quand même au niveau géopolitique que les États-Unis sont totalement en ingérence dans toutes les affaires et je pense qu'on n'imagine même pas à quel point, en fait. Là, 100 milliards, il y aura des conséquences quand même derrière sur les conflits. Et si d'ailleurs il n'y avait pas eu les Européens et les États-Unis qui avaient aidé l'Ukraine, en fait, aurait déjà perdu, probablement, hein, depuis très longtemps. Et même les médias, et tout le monde est d'accord pour le dire là-dessus. Donc, à quoi ça aura servi d'aider l'Ukraine, finalement, si l'Ukraine perd là, dans les mois qui viennent, la guerre, à quoi ça aura servi à part engendrer plus de morts? Ça, c'est la question, en fait. Donc, est-ce que si les États-Unis sont dans la même veine d'injecter des sous pour l'Israël, alors que l'Israël déjà est en train d'atomiser complètement Gaza, on voit bien qu'est-ce que ça va engendrer en plus? Est-ce qu'ils veulent ben, reporter et élargir le conflit à d'autres pays arabes, notamment? On peut se poser la question. Puisque l'Israël a l'air de très bien se débrouiller tout seul pour le moment. Taïwan, qu'est-ce qu'ils vont mettre des sous dans Taïwan? Pourquoi pour les armer, pour les aider à combattre la Chine? Enfin, donc là, on peut quand même se poser des questions. Et la crise migratoire, bien évidemment, voilà, c'est le chaos, hein, on le voit bien en ce moment, avec tout le bins qu'il y a aux infos et tout. Voilà, donc là, on voit que géopolitique, au niveau géopolitique, c'est le bazar. Et que la source, on peut se poser des questions quand même.
sur l'argent hein, qui circule, eh ben, ils viennent des États-Unis, tout simplement. Bon, allez, dernier article pour la route, les amis. Cette fois, une bonne nouvelle, notamment pour nous, la France, enfin peut-être, on espère. J'ai un article de Capital, donc électricité, l'Europe trouve un accord pour maintenir des prix bas. Donc, il faut effectivement, là, apparemment, l'Europe s'est mis d'accord pour un accord européen sur le marché de l'électricité, enfin. Et donc, c'est vrai que là, l'ancien marché, l'ancien fonctionnement était basé sur un système un petit peu linéaire final. C'est-à-dire que c'était par exemple, dans la chaîne, c'était la dernière centrale, entre guillemets, qui était prise en compte dans le marché européen, qui fixait les prix du gaz, de l'électricité sur le marché européen. Et donc, ben, peu importer les prix par exemple, des autres centrales nucléaires au niveau européen, comme en France par exemple, qui elles, ben, produisaient l'électricité pas chère, par exemple, comparé aux centrales de gaz charbon durant la crise énergétique. Donc c'est pour ça que le marché européen s'est fixé sur les prix du gaz, de l'électricité liée au gaz, et donc avec des prix qui ont flambé durant la crise énergétique, alors que si tout le monde s'était fixé sur les prix liés au marché du nucléaire, eh bien les prix n'auraient pas explosé. Bon. Donc pour justement éviter que les prix s'enflamment de l'électricité, l'Europe s'est mise d'accord pour en fait, plutôt que de prendre une seule référence d'une centrale en bout de course hein, au final, eh bien ils se sont mis d'accord pour prendre en compte plusieurs centrales et notamment en incluant le parc nucléaire français. Donc ça veut dire que là on va lisser tout simplement, donc même si les prix des centrales de gaz, charbon qui sont très élevés au niveau de l'électricité, et bien comme il y aura une moyenne faite également en incluant les prix de l'électricité produite par les centrales nucléaires, notamment françaises, eh bien on aura une moyenne et donc les prix vont peut-être pas exploser comme par exemple en 2022. Bon. Donc c'est déjà ça, et en plus de cela, comme ils veulent baser tout cela sur des contrats futurs, c'est-à-dire des CFD au niveau même du trading du marché énergétique, eh bien les investisseurs, les traders auront de la visibilité sur le plus de temps, sur le long terme, et donc, le marché de l'électricité aura moins tendance à faire de la volatilité, comme le Bitcoin presque, euh, parce qu'il y aura des investisseurs qui sont rassurés, qui joueront moins sur la peur sur le marché au gré des événements, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais après, ce qui est très intéressant qui nous apprend là l'article, notamment, et cet accord-là, c'est que c'est l'Allemagne, en fait, qui depuis le début essaye de torpiller justement cet accord et surtout essaye de torpiller le fait que ce soit la France qui domine, par exemple, le marché énergétique grâce à ses centrales nucléaires. Parce que l'Allemagne, en fait, ils ont peur que si c'est la France qui mène l'avance dans le combat économique énergétique en Europe, eh bien l'Allemagne soit en concurrence déloyale totalement par rapport à la France et à son parc nucléaire. Voilà. Donc si on doit quelque part hein, les prix de l'électricité plutôt hauts depuis très haut même, depuis 2022, en fait on doit remercier les Allemands. Enfin, sympa, hein, merci la solidarité franco-allemande quoi. Voilà. Donc après, tout cela, bien sûr, c'est un accord, mais il faut voir qu'est-ce qui va être mis en place. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il faut attendre la pratique. Mais en tout cas, au moins, pour une fois, sur la théorie, on voit que la France s'est un peu battue là-dessus et on est peut-être en train d'obtenir des effets et des bonnes nouvelles pour nous, enfin, au moins. Au moins ça, quoi. Donc je voulais finir là-dessus, c'est au moins une bonne nouvelle, cet aspect-là, dans ce monde de fou. Sinon, écoutez les amis, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des demandes également de vidéos, de sujets, n'hésitez pas à me le dire également. Moi, prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur le choc pétrolier, notamment, enfin, expliquer vraiment donc, le conflit là, Israël-Hamas. Faire également un petit peu d'histoire au passage, de la géopolitique, voir les impacts financiers, parce que là, ça c'est très important que les impacts qu'il y a eu autour du dernier conflit, on va dire, dans la dernière guerre entre l'Israël et notamment c'était l'Égypte à l'époque en 1973, et bien ça a conduit au choc pétrolier. Donc je vais vraiment faire une vidéo spécifique là-dessus pour voir est-ce qu'aujourd'hui on est dans un risque potentiel d'un nouveau choc pétrolier identique à celui de 1973. Et là il y aurait des conséquences quand même effectivement très néfastes là-dessus, mais on n'en est pas là du tout pour le moment, c'est clair. Et ça n'a pas trop l'air de se diriger en ce sens-là. Je vous le dis comme ça déjà à première vue. Hein.
Mais après, il va falloir creuser le sujet et ce sera le but de la prochaine vidéo. Voilà les amis, bon bah écoutez, sur ce, je vous invite à prendre soin de vous, je vous invite à la prochaine vidéo, et surtout bah, bonne journée, bonne soirée, la bise, ciao.